Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonsoir. Alors je sais qu'en France, le confinement est de retour et que ce ne sera pas forcément simple de sortir observer les étoiles, mais même virtuellement, un peu d'évasion ne fait pas de mal, non ? Commençons comme toujours par les planètes. En première partie de nuit, nous avons toujours Saturne et Jupiter, bien visibles au-dessus de l'horizon sud-ouest. Elles se rapprochent doucement du Soleil et se couchent de plus en plus tôt, donc profitez-en tant qu'il en est encore temps. Elles sont suivies de Mars qui, elle, reste encore bien visible une bonne partie de la nuit. Finalement, Vénus et Mercure feront leur apparition dans les premières lueurs de l'aube. Mercure ayant juste passé son élongation max, elle va doucement se rapprocher du Soleil. La prudence est donc de mise si vous voulez préserver vos yeux. Pour les constellations, nous allons nous tourner vers l'horizon sud-est pour trouver un triangle et un pentagone attachés par un lien d'étoiles, les Poissons. C'est une des plus anciennes constellations documentées puisque les Babyloniens l'avaient déjà décrite comme deux poissons liés par un ruban. Dans la tradition gréco-romaine, les deux poissons représentent Aphrodite et Eros, fuyant Typhon. Typhon était le titan des tempêtes et un être particulièrement malfaisant. Il n'était pas très aimé par les dieux et mis à l'écart de ces derniers. En même temps, qui a envie d'être pote avec un mec qui fout le dawa partout où il passe ? Un jour où il était de particulièrement mauvaise humeur, il a grimpé au mont Olympe pour aller dire aux dieux le fond de sa pensée. Tous les dieux prirent leurs jambes à leur cou, sauf les deux amoureux un peu trop occupés. Pris de court quand Typhon fondit sur eux, ils se changèrent en poissons et s'attachèrent d'un lien pour ne pas être séparés dans les eaux agitées. Et voilà, ça nous fait une constellation. En redescendant le ruban depuis l'astérisme de l'anneau, légèrement sur le côté du lien, nous allons trouver NGC 488, la galaxie de la Toupie. Cette galaxie se situe à environ 100 millions d'années-lumière de nous et comporte un nombre de bras spiraux particulièrement important, ce qui donne l'impression d'une spirale tournoyante. Malheureusement, pour bien en profiter, il faudra s'armer d'un bon télescope, et c'est évidemment en photo qu'on pourra faire ressortir un peu plus de détails. En continuant le lien puis en le remontant vers le second poisson, quasiment à mi-chemin entre le coin du lien et le poisson, nous allons trouver une autre galaxie, M74, la galaxie du fantôme. Il s'agit d'une magnifique galaxie spirale que l'on voit par le dessus. Plus proche de nous à seulement 9 mégaparsecs, elle n'en est pas moins difficile à observer. Encore une fois, elle sera donc malheureusement plutôt réservée aux bons instruments. Pour finir avec cette constellation, rien d'observable mais un détail important d'un point de vue astronomique, elle comporte aussi le point vernal, le point de rencontre entre l'équateur céleste et le plan de l'écliptique. C'est là que se trouve le Soleil au moment de l'équinoxe de printemps. Juste à côté de la galaxie du fantôme, nous allons trouver une petite constellation peu brillante, le Bélier. Encore une fois, cette constellation est reconnue comme un bélier depuis les Babyloniens. Elle représente Chrysomalos, le bélier ailé à la toison d'or. Il fut envoyé par Hermès pour sauver Phrixos et Hélé de leur belle-mère. Malheureusement, en chemin, Hélé tomba du bélier et se noya. Est-ce pour ça qu'une fois arrivé en lieu sûr, Phrixos décida de sacrifier le bélier en l'honneur de Zeus ? Possible. Toujours est-il que c'est comme ça que nous avons obtenu la constellation. Et accessoirement, sa toison fit l'objet de la quête de Jason et de ses argonautes, mais ça c'est une autre histoire. Cette constellation ne comporte que des objets peu lumineux, mais à la pointe de la corne du bélier, l'étoile Messartim se révélera en fait être une étoile double. Ces deux étoiles blanches sont éloignées de 500 unités astronomiques l'une de l'autre et se tournent autour en environ 5000 ans. Toute lunette ou télescope devrait vous permettre de résoudre ces deux étoiles sans trop de problèmes. Pour finir, au-dessus du Bélier, nous allons trouver la constellation ressemblant le plus à ce qu'elle est censée représenter, la constellation du Triangle. Voilà, 3 étoiles, c'est un triangle, rien à dire de plus. Assez loin au-dessus du Triangle, nous allons trouver M33, la galaxie du Triangle. Vraisemblablement une satellite d'Andromède, cette galaxie est la 3e plus massive de notre groupe local, après Andromède et notre Voie lactée. Juste à la limite de la visibilité à l'œil nu dans un ciel pur, tout instrument permettra de l'observer. En revanche, elle est assez grande, donc un faible grossissement sera préférable.
Pour la Lune, on va partir à la recherche de l'eau ou du monolithe noir en retournant sur le cratère de Clavius. C'est en effet là que des traces d'eau ont récemment été trouvées par la NASA. On pourra trouver ce cratère au sud du disque lunaire. Il est estimé être l'un des plus anciens de notre satellite et apparaît plutôt érodé. D'un diamètre de 230 km et près de 3,5 km de profondeur, il devrait être facilement identifiable à proximité du terminateur avec sa bordure irrégulière. Il sortira de la nuit au jour 8 et y redisparaîtra au jour 24. Niveau événement, nous avons tout d'abord une éclipse de lune le 30 novembre. Malheureusement, ce n'est qu'une éclipse pénombrale, donc moyennement intéressante. La comète C2020 M3 Atlas est maintenant à sa luminosité maximale. Récemment observée à une magnitude 7.7, tout instrument devrait vous permettre de l'observer. Vous la trouverez à proximité de Rigel ces jours-ci. Elle va doucement remonter pour traverser les cornes du Taureau, puis aller dans le Bouvier au cours de cette lunaison. Elle restera donc visible toute la nuit. C2020 S3 Erasmus est quant à elle visible au petit matin. Actuellement de magnitude 9, elle est plutôt réservée aux bonnes lunettes et aux télescopes. Elle se rapproche doucement du Soleil et va gagner lentement en luminosité, mais ne sera sûrement plus observable en décembre car trop proche du Soleil. Elle se trouve actuellement dans la coupe et va traverser le Corbeau pour rejoindre la queue de l'Hydre en fin de lunaison. Évidemment, la prudence est toujours de mise avec les instruments alors que la comète s'approche du Soleil. Pour finir, nous avons 3 essaims météoritiques intéressants cette lune. Tout d'abord, nous sommes actuellement en plein dans les Léonides et les alpha-monocérotides avec les pics les 17 et 21 novembre respectivement. Ces 2 essaims sont très variables et peuvent réserver de bonnes surprises. En plus, la nouvelle lune actuellement est tout à fait favorable à leur observation. Et finalement, le 14 décembre, nous avons le pic du meilleur essaim de l'année, les Géminides. En plus, cette année, il a le bon goût de tomber pile le jour de la nouvelle lune. Il serait donc dommage de ne pas braver le froid pour aller en profiter. Évidemment, comme pour tous les essaims, les quelques jours précédents et suivant le pic seront tout aussi favorables pour profiter du spectacle. Je remercie bien évidemment les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez les rejoindre et avoir les épisodes en avance, les liens sont en description. Comme toujours, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce qui va bien, un petit com qui fait toujours plaisir et à partager aux copains. C'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune.